Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je me présente Alexis et aujourd'hui je reçois Christian Doumergue. Bonjour Christian. Bonjour Alexis. Comment vas-tu? Ça va bien. On est dans une période de chaleur là, donc voilà, donc j'espère que tu le vis assez bien. Ça va, ça va. Ben voilà, donc en somme, donc tu es auteur, tu es chercheur aussi, tu es aussi président d'une petite association sans but lucratif, on en reparlera à la fin de l'interview. Et donc toi en fait depuis assez jeune, tu t'intéresses au mystère de Rennes-le-Château et de son fameux abbaye saunière. Comment t'es venue cette passion, parce que on peut vraiment parler d'une passion, surtout que ça fait quand même quelques années que tu t'intéresses à ce sujet. Comment ça t'est venu, puis surtout, oui, voilà, pour quelles raisons tu continues encore des recherches aujourd'hui? Alors comment ça m'est venu? En fait, ça m'est venu par le biais d'une émission télé. J'avais entendu parler depuis toujours de l'affaire de Rennes-le-Château, je dis depuis toujours, puisque bon, moi je vivais dans la région Languedoc-Roussillon, donc à peu près 2 heures et demie de route de Rennes-le-Château. Et c'est un sujet qui pouvait être évoqué comme ça, mais je ne savais pas, franchement pas à quoi ça correspondait exactement. Je savais juste que c'était une histoire de trésor avec un abbé qui serait devenu riche après avoir fait une découverte dans son église à la toute fin du 19e siècle. Et en 1992 est passé dans l'émission Mystère qui était diffusée en prime time sur TF1, entièrement consacrée au paranormal, aux énigmes historiques et autres. Et ils ont donc diffusé un reportage sur Rennes-le-Château et c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était, puisque j'avais rien lu sur le sujet auparavant. Et ça m'a semblé tout à fait extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus qu'une simple histoire de trésor. Les histoires de trésors, dans toutes les régions, il y en a. Rattaché à des ruines, rattaché à l'histoire d'un lieu. Mais Rennes-le-Château, c'était beaucoup plus que ça parce qu'il y avait des parchemins qui ont été retrouvés par l'abbé Saunière. Et puis il y avait surtout cette idée qu'on aurait eu à travers les siècles un certain nombre d'initiés qui auraient eu connaissance de ce secret de Rennes-le-Château, comme le peintre Nicolas Poussin. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué dans cette émission, c'était le fait qu'un tableau comme les Bergers d'Arcadie, qui est conservé au Louvre, pouvait contenir un cryptage renvoyant à l'énigme de Rennes-le-Château. Pourquoi ce tableau? C'était bien expliqué dans l'émission, parce que le paysage qui constitue le fond de cette toile eh bien, se retrouverait à quelques kilomètres seulement de Rennes-le-Château, en un lieu où on trouvait jusque dans les années 80 un tombeau qui était l'exacte réplique de celui qu'on voit sur les Bergers d'Arcadie. Alors évidemment, moi à l'époque j'étais au lycée et c'est vrai que ça m'a passionné parce que c'était Indiana Jones dans la réalité, un vrai roman d'aventure et c'est ce côté-là qui dans un premier temps m'a attiré ici. C'est le côté roman d'aventure, rêve d'enfant en fait, chasse au trésor. Voilà, donc il se trouve que j'ai lu après cette émission 2 livres qui étaient consacrés à cette histoire de Rennes-le-Château. Qui se trouvait dans la bibliothèque de mes parents, pas parce qu'ils s'intéressaient au sujet, mais tout simplement parce que ça avait été à l'époque des best-sellers, des livres hyper vendus, à savoir L'énigme sacrée et L'Or du diable de Jean-Michel Thibault, qui est une version romanesque de cette histoire. J'ai lu ces livres donc immédiatement après l'émission et ça m'a donné envie de voir le site. Donc très rapidement après, je me suis rendu à Rennes-le-Château. Et à partir de là, je suis rentré dans quelque chose dont je ne suis pas sorti encore aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, je suis reparti de Rennes-le-Château déjà avec la vision du lieu qui en lui-même dégage quelque chose. Et puis en ayant acheté sur place des livres pour continuer d'approfondir ce mystère, d'essayer de le comprendre. Donc j'ai commencé à prendre des notes en lisant ces livres, j'en ai acheté d'autres et puis de fil en aiguille, je me suis mis moi-même à écrire et à faire des recherches sur ce sujet. Oui, c'est effectivement pas les bouquins qui manquent, tu en conviendras. Donc il y a énormément d'ouvrages sur le sujet, il y a des auteurs qui disent un peu tout et n'importe quoi aussi parfois. Mais bon, encore une fois, tout est bon à prendre, bien entendu, et puis il faut se créer sa propre vérité. Je pense que je le dis assez souvent dans les interviews, c'est vrai que il faut absolument se forger sa propre opinion et puis en restant quand même un petit peu dans le bon sentier, je dirais comme ça, sans jeu de mots. Alors en fait cette affaire finalement tu l'as découverte dans les années 90 comme moi, je pense qu'on a plus ou moins le même âge.
On a découvert ça via cette émission, effectivement. C'était d'ailleurs très très bien fait, la représentation du curé, etc. Je me souviens d'ailleurs très très bien de la reconstitution qu'ils avaient faite. Mais cette histoire, finalement, elle date de bien plus longtemps que ça. Donc les recherches ont commencé, je crois, aux alentours des années 50, si je ne m'abuse. Alors disons, c'est à partir des années 50 et dans les années 60 que les premiers chercheurs de trésors venus de l'extérieur du village vont arriver, effectivement. C'est là que ça se déclenche. Et puis, c'est fin des années 60, en 67, qu'est publié le premier livre sur le sujet, qui est l'ouvrage fondateur, en fait, de l'affaire de Rennes, c'est L'or de Rennes de Gérard de Sède. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qui me passionne en ce moment, c'est de voir que cet ouvrage, il a contribué à transformer un petit peu ce qui se passait ici jusqu'à présent. Je pense que si l'affaire de Rennes-le-Château captive autant, c'est parce qu'on est au-delà, en fait, d'une simple histoire de trésor caché. Il y a toute une constellation de mystères maintenant qui gravitent autour de cette histoire. La plupart des gens qui viennent à Rennes-le-Château ne font pas comme les chercheurs des années 50 qu'on vient d'évoquer, que chercher des pièces d'or que peut-être aurait caché. Ils cherchent beaucoup plus que ça. Ils cherchent un secret d'église pour certains, un secret qui remettrait en question l'histoire humaine pour d'autres. Et c'est ça qui aujourd'hui polarise toutes les attentions autour de Rennes-le-Château. Et je crois que c'est ça qui explique aussi qu'on peut s'intéresser à cette quête sur des durées très longues dans une existence humaine. Moi, ça fait maintenant 20 ans que je m'intéresse à ce sujet, tout simplement parce qu'il a de multiples aspects et quand on commence à dénouer ce fil d'Ariane, eh bien, c'est presque une quête infinie. Oui, c'est ça, oui, voilà, effectivement. Je pense que d'ailleurs, si tu découvrais le entre guillemets trésor dès demain, je pense que tu aurais une petite larme quand même parce que l'histoire se terminerait. Je pense que c'est aussi ça la magie, c'est de pouvoir se dire c'est d'aller un petit peu plus en avant chaque jour ou à chaque pas, on va dire comme ça, mais aussi de se dire voilà, pourvu que ça ne termine pas trop vite, quoi. Oui, absolument. Mais c'est vrai que pour pratiquer ce mystère depuis 20 ans, je le compare aujourd'hui un petit peu à un jeu de poupée russe, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrive avec une vision des choses qui est en général une vision, j'allais dire, déformée des faits, puisqu'il y a la réalité historique de la Bessonnière, on pourrait y revenir, il y a sa vie concrète à Rennes-le-Château, et puis il y a toute la mythologie qui s'est développée autour. Il y a tout cet apport littéraire qui nous éloigne parfois très très loin de la réalité. Et donc on enlève cette première poupée, puis on en trouve une autre, et en fait c'est une série d'affaires aussi, il faut le dire, imbriquées les unes dans les autres, et c'est ce qui rend la chose passionnante. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser par exemple à la vie de la Bessonnière. J'ai beaucoup travaillé sur la biographie de la Bessonnière. Ah oui. Qui a-t-il été vraiment en dehors de ce personnage de roman qu'a fait naître Gérard de Sède? On se rend compte que c'est un homme qui est très engagé d'un point de vue religieux et politique, et que cet aspect-là explique bien des apports financiers qu'il a eu à Rennes-le-Château. Mais au-delà de ce mystère-là, de ce mystère sonnière, c'est-à-dire un mystère assez simple finalement, qui pose la question comment a-t-il disposé d'autant d'argent? Il y a un autre mystère qui est celui qui me captive en ce moment, c'est le mystère de la transformation mythologique en fait dans les années 60. Et là, on se rend compte qu'il y a une manipulation qui est réalisée par un homme qui s'appelle Pierre Plantard, qui va transformer cette rumeur trésoraire qui était déjà là du vivant de la Bessonnière, puisque les villageois se posaient des questions sur l'origine de sa fortune. On est dans une terre paysanne à l'époque, c'est une terre très pauvre, et la Bessonnière dans le village est le seul qui vit avec ce faste-là, donc forcément ça interroge la population. Et Plantard va transformer cette rumeur donc, qui naît avec la Bessonnière en quelque chose d'autre. Il va le faire en manipulant différents auteurs, dont Gérard de Sède, et d'autres par la suite. Et la question centrale pour moi aujourd'hui, elle est là. On sait aujourd'hui qu'il y a une manipulation. La question, c'est pourquoi y a-t-il eu manipulation? Parce que cet homme a cherché à faire. Voilà. Parce que c'est vrai que Pierre Plantard, alors j'ai pu lire ton bouquin, enfin il n'est pas tout à fait fini, je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, c'est le fameux bouquin, donc Rennes-le-Château, le trésor dévoilé.
Non, c'est le secret dévoilé. Dévoilé, pardon, excuse-moi. Donc je l'ai bientôt terminé, donc je n'en suis pas tout à fait à la fin. Mais c'est vrai que Pierre Plantard, je me disais aussi, je me dis, mais enfin, cet homme donc a effectivement, comme tu dis, manipulé quand même pas mal de facettes de l'histoire de Rennes-le-Château, à tel point que, comme tu dis, il a réussi même à embrouiller les pistes par rapport à des écrivains comme Gérard de Sète, je crois même Henry Lincoln, si je ne m'abuse. Et donc je me dis, est-ce que lui-même, Pierre Plantard, ne serait pas aussi commandé par quelqu'un d'autre, ou quel est ton avis là-dessus? Pourquoi se donner autant de mal pendant des années à vouloir finalement brouiller une histoire qui n'est déjà pas en soi très très claire? Alors, c'est une question qui est tout à fait intéressante. C'est celle de la motivation de Plantard, effectivement. Pour bien resituer le personnage, il faut dire que c'est lui qui a construit la vision qu'on a aujourd'hui du mythe de Rennes-le-Château, et que sans lui, certainement, cette histoire serait tombée dans l'oubli. Parce qu'il a amené dans cette histoire tous les éléments qui ont fasciné par la suite. Les bergers d'Arcadie que j'évoquais tout à l'heure, c'est un apport de Pierre Plantard, par exemple. On n'en parlait pas jusqu'à lui. C'est lui qui va amener ce tableau dans l'histoire. Il va amener également les fameux parchemins, les parchemins codés qu'aurait retrouvé la Bessonnière. Il va amener la relation entre la Bessonnière et Emma Calvé, qui tient du roman, là encore. Donc tous ces éléments qui ont fasciné, qui ont captivé, qui font que l'affaire de Rennes-le-Château, on en parle encore aujourd'hui, c'est Plantard qui les a amenés. Il les a amenés aux premiers auteurs qui ont écrit sur le sujet, à savoir Gérard de Sède et puis un certain nombre d'autres. Henry Lincoln en fait partie, avec une sacrée en 82. Il y a eu Jean-Luc Chaumeil aussi, par exemple, qui a été instrumentalisé, manipulé par Pierre Plantard. Et il y en a eu d'autres, comme Jean-Pierre Deloup et Jacques Bretigny, qui ont écrit un livre en 82 qui a fait date aussi, c'est Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, qui est paru aux éditions Atlas et qui avait connu un fort tirage et un beau succès de librairie. Alors, tous ces auteurs ont cru, dans un premier temps, ce que racontait Pierre Plantard, puisque Plantard leur fournissait des documents, leur fournissait parfois des photographies ou des reproductions de gravures. On sait aujourd'hui que tous ces éléments sont, pour la plupart, des faux, qui ont été fabriqués par Plantard et son équipe. Mais les auteurs, à l'époque, pour certains, les ont pris pour des pièces authentiques. Et évidemment, les lecteurs sont également tombés dans le panneau, c'est-à-dire qu'ils ont adhéré à cette histoire. C'est ça. Alors, progressivement, il y a eu des contre-enquêtes qui ont été menées, puisque certaines personnes, notamment des journalistes locaux, voyaient bien qu'il y avait une déformation de l'histoire qui était en train de s'opérer, qu'on commençait à raconter des choses qui n'avaient jamais été dites jusqu'à présent et qu'on les racontait sans preuve. Donc une série de contre-enquêtes ont été menées. Certains auteurs manipulés se sont rendus compte qu'ils étaient manipulés. C'est le cas de Gérard de Sète, par exemple, qui assez vite décide de mener sa propre enquête parce qu'il comprend bien qu'il est l'homme de paille de quelque chose et qu'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette manipulation, donc il veut comprendre pourquoi. Il mène sa propre enquête, et évidemment, à partir du moment où le discours romanesque de Pierre Plantard est déconstruit, où on se rend compte que tout son discours repose sur des faux et des affirmations non prouvées, et bien à partir de là, il va y avoir une image très noire de Plantard qui va se développer, aussi bien chez certains auteurs, comme Jean-Luc Chaumeil, qui va progressivement le détester, qu'au niveau du lectorat, qui se sent manipulé et trompé. Ce qui est surprenant, c'est que malgré ce, la belle histoire forgée par Plantard continue à habiter beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent pour cette histoire-là à Rennes-le-Château. Oui, alors, cette détestation de Plantard, elle a été assez unanime, mais pour moi, dire qu'il a manipulé les auteurs et les lecteurs de ceux-ci ne doit pas éveiller une question, c'est pourquoi l'a-t-il fait? C'est ça. Alors, on a des explications assez faciles qui sont nées, souvent de la détestation. D'ailleurs, on a présenté Plantard comme un mythomane égocentrique qui aurait forgé toute cette histoire simplement pour se mettre en avant. Bon, sauf que Plantard, quand on regarde les faits, il s'est pas extrêmement mis en avant. C'est un homme qui est en retrait, qui n'apparaît que très tard finalement dans la communication publique. L'essentiel de Plantard à Rennes-le-Château, c'est un jeu de marionnettiste, c'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas publiquement.
Et si on va du côté de l'argument financier, c'est la même chose, c'est-à-dire que Plantard n'a tiré aucun bénéfice financier. Il avait un partage des droits d'auteur sur l'Or de Rennes de Gérard de Sède, mais ça ne l'a pas enrichi. Et sur la plupart des autres ouvrages dont il a été l'inspirateur, il ne touchait absolument rien. Donc, l'argument financier n'est pas un argument qui tient, et ça de l'avis même de certains auteurs comme Deloup et Bretigny, qui ont été manipulés, mais qui n'ont pas tenu une rancœur à l'égard de Pierre Plantard, et qui, eux, en reconnaissant avoir été les dupes de ce grand jeu, voient plutôt là-dedans un jeu métaphysique. Okay. Alors, voilà, c'est à cette question-là, moi, que j'ai voulu répondre quand j'ai commencé la rédaction du Secret dévoilé, et puis l'enquête qui conditionnait cette écriture, c'était comprendre pourquoi Plantard, s'il n'avait aucun intérêt personnel ni financier, avait pris la peine de fabriquer ce mythe, parce qu'il faut bien comprendre que ce mythe, il commence à construire dans les années 60, il va en poursuivre la construction jusque dans les années, au tout début des années 90, jusqu'en 89. Donc c'est quelque chose qui lui prend 30 ans de son existence. Voilà. Alors comment expliquer ça? Voilà. Pour moi, cette question, elle nous amène à repenser les intentions de Plantard et à aborder son œuvre différemment. Donc j'ai fait une étude littéraire, parce que jusqu'à présent, ce qui avait été mis en avant, c'est que quand on étudiait les livres inspirés par Plantard ou les écrits de Plantard, il y avait une succession d'invraisemblances et d'erreurs historiques. J'ai pris, donc forcément, si on abordait ces livres-là comme l'Or de Rennes de Gérard de Sède avec l'œil d'un historien, ça ne fonctionnait pas parce qu'effectivement, on disait ça ne correspond pas du tout à la réalité, donc c'est bon à jeter. Moi, je l'ai abordé avec un œil littéraire, c'est-à-dire que j'ai étudié ça comme on étudie un roman, une œuvre littéraire. Et je me suis posé la question de l'intention de l'auteur. Cette approche, elle était motivée par différentes choses. Des petites phrases que j'avais relevées chez Gérard de Sède, par exemple. Gérard de Sède qui, en évoquant la figure de Pierre Plantard, se demande ce qu'un homme qui aurait connaissance d'un grand secret ferait. Est-ce qu'il dirait ce secret ou est-ce qu'il le garderait pour lui-même? Et de Sède juge que les deux postures sont impossibles à tenir. On ne peut pas garder humainement un secret toute son existence. Et c'est pas noble de le raconter à tout le monde, puisque ça peut avoir des conséquences fâcheuses, à la vérité, à l'intérêt que ça pourrait susciter chez certains. Et de Sède explique que cet homme possesseur d'un grand secret n'aurait qu'une alternative, c'est le dire en prenant soin qu'on ne le comprenne pas, c'est-à-dire le dire de façon symbolique, ce secret, en forgeant une fable. Et à partir de cette phrase, je me suis demandé si finalement cette fable de l'Or de Rennes que Plantard était en train de forger par l'intermédiaire de Gérard de Sède, c'était pas une façon de nous raconter ce secret dont il aurait eu connaissance, mais qu'il ne pouvait pas nous délivrer directement. C'est ça. Avec une certaine lecture, avec un certain degré de lecture et de connaissance, seules les personnes initiées, je suppose, peuvent comprendre. Voilà, ou avec un certain regard, parce que quelque chose m'a frappé aussi, c'est que on sait aujourd'hui qui Pierre Plantard a manipulé en termes d'auteur, donc c'est par exemple Gérard de Sède, c'est Henri Lincoln, c'est Jean-Luc Chaumeil, et ce qui m'a frappé, c'est que tous ces hommes que Plantard a manipulés, on pourrait encore parler de Philippe de Chérisey, tous systématiquement ne viennent pas des milieux journalistiques ou historiques, bien que de Sède ait fait du journalisme, mais à la base ce sont des hommes de lettres, ou des hommes de théâtre, ou des hommes de cinéma. Gérard de Sède a été un compagnon de route d'André Breton dans le milieu du surréalisme. Henri Lincoln était acteur, on le voit dans un certain nombre de séries anglaises des années 60, dont Chapeau melon et bottes de cuir. Philippe de Chérisey, à la fois, est écrivain et homme de scène, puis homme de radio aussi. Donc, systématiquement, c'est des artistes vers lesquels il va se diriger. Okay. Et ça a été une autre raison pour moi de lire les écrits inspirés par Plantard comme des œuvres d'art et des œuvres littéraires. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on pourrait penser, là, avec tes paroles, on pourrait directement imaginer effectivement que c'est une grande comédie, que c'est une grande pièce de théâtre qui a été finalement écrite par un petit groupuscule d'artistes, comme certains le feraient. Seulement, le problème, encore une fois, c'est, comme tu l'évoques, c'est une pièce de 30 ans, c'est un peu long. Alors, si tu veux, oui, parce que cette remarque est intéressante. Il est bien évident que ça a pu être présenté comme ça à certains des auteurs manipulés par Plantard. Par exemple, Gérard de Sède.
On peut tout à fait imaginer que Plantard lui ait présenté ça initialement, hein, comme un jeu surréaliste, un simple jeu littéraire, et que de Sède, à un moment donné, se soit rendu compte que c'était pas du tout un jeu littéraire. Chérizet, c'est pareil, parce que Chérizet, il y a comme pour Gérard de Sède, hein, d'ailleurs, hein, il y a à un moment donné une cassure qui se fait avec Pierre Plantard. Chérizet comprend que ça va beaucoup plus loin que ce qu'il croit, cette histoire, et que derrière Plantard, et j'en reviens donc à ta question de tout à l'heure, il y a quelque chose d'autre. Et que ce quelque chose d'autre, Chérizet n'a aucune idée de ce que c'est. Alors oui, pour répondre à ta question, Plantard a manipulé un certain nombre de personnes, mais lui-même émane d'un groupe. Ça, c'est certain. Plantard n'arrive pas tout seul à Rennes-le-Château. Il arrive avec une connaissance bien précise de cette histoire et de ce à quoi elle pourrait être reliée, et avec des intentions tout à fait claires dès le début. C'est pas une évolution, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui est posé très clairement. On le voit en étudiant les parutions successives inspirées par Pierre Plantard. C'est un fil d'Ariane qu'on déroule d'une publication à une autre. On commence avec Gérard de Sède, avec donc en apparence une simple histoire de trésor, mais quand on lit entre les lignes, on voit qu'il y a un certain nombre de sous-entendus qui nous amènent beaucoup plus loin, vers un secret d'ordre spirituel et religieux. Et ce fil-là, Plantard ne va cesser de le dérouler au fur et à mesure des publications suivantes, jusqu'à l'énigme sacrée, où ce qui était sous-entendu chez Gérard de Sède, là est mis au premier plan du livre. Et cette idée que Plantard n'agit pas tout seul, elle est également corroborée quand on regarde son parcours. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui va s'intéresser à l'ésotérisme quand il va découvrir l'histoire de Rennes-le-Château. C'est un homme qui est tombé dedans dès son plus jeune âge, dès ses premiers écrits. Il a une vingtaine d'années. Plantard parle déjà de l'Atlantide. Il parle d'une science traditionnelle, cachée, qui doit être retrouvée. Donc tous ces thèmes-là, il les a déjà. Et il les a parce qu'il est, dès son adolescence, en contact avec certains milieux ésotériques parisiens, avec des ramifications en Bretagne. Finalement, à apprendre ce que tu dis, Pierre Plantard, finalement, c'est un petit peu le successeur indirect de la Bessonnière, parce que lui aussi, quelque part, il est arrivé, lui, il avait une mission d'ecclésiastique au début, au départ, officiellement en tout cas, et puis lui aussi est tombé sur des tas d'éléments qui l'ont conduit à effectivement à une certaine forme de richesse, et quelque part, mais il avait une autre mission parallèle quelque part, voilà, donc la Bessonnière, et Pierre Plantard, pour moi, enfin, c'est mon ressenti personnel, absolument personnel, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement il continue finalement ce que la Bessonnière n'a pas pu continuer, puisque lui-même décédé en 1917 si je ne m'abuse. Donc voilà, j'ai l'impression que l'affaire de Rennes-le-Château, finalement on ne devrait même d'ailleurs plus évoquer la Bessonnière, on devrait plutôt évoquer Pierre Plantard actuellement. Oui, puisque effectivement, comme je le soulignais tout à l'heure, sans Pierre Plantard, je pense qu'on parlerait plus à cette échelle-là de la Bessonnière. On en parlerait d'un point de vue local, ça c'est certain, puisque quand on se déplace dans les environs de Rennes-le-Château, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tout petit village qui est situé sur une colline, donc on le voit d'assez loin, on voit de loin les constructions de la Bessonnière. C'est quelque chose qui attire l'œil, qui suscite l'intérêt. Donc du point de vue local, ça ne serait pas tombé dans l'oubli, mais on ne serait pas dans cet intérêt planétaire, hein, puisque il faut le rappeler. On a des ouvrages et des chercheurs aux États-Unis, en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, pour ne citer que ces pays-là qui concentrent hors des frontières françaises, et puis la Belgique, bien sûr, le plus grand nombre d'intéressés par cette histoire. Ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Pierre Plantard, c'est certain. Alors, je pense qu'il faut parler en fait des affaires de Rennes-le-Château. On a tendance à le mettre au singulier, mais à Rennes-le-Château, il y a deux affaires qu'il faut bien distinguer l'une de l'autre. Il y a l'affaire Saunière et il y a l'affaire Plantard. Et alors, est-ce que Plantard est un successeur de Saunière? C'est, à mon sens, plus compliqué. C'est plus compliqué, je vais m'expliquer pourquoi, parce que quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé à Rennes-le-Château avec la Bessonnière, en fait, on est amené, quand on étudie la vie du prêtre, à considérablement revoir tout le discours mystériologique sur lui.
Quand on épluche les archives du prêtre, quand on regarde les témoignages à son sujet, c'est extrêmement difficile de trouver des éléments tangibles qui le relient à un mystère quelconque. Il y a le mystère, comme je disais, qui est le mystère initial ici, c'est le mystère du financement des œuvres de la Bessonnière. Alors, ce mystère-là, aujourd'hui, c'est un aspect que j'évoque aussi dans Le Secret dévoilé. À partir de recherches en archives, j'ai pu retrouver des éléments qui éclairent la genèse de la fortune de la Bessonnière par l'intermédiaire de son frère, Alfred Saunière, qui est un peu le frère de l'ombre, celui dont on a longtemps, sinon ignoré l'existence, mais enfin, on n'en était pas très loin d'ignorer son existence. Et puis, on s'est rendu compte qu'il avait une importance considérable. Et les pièces d'archives que j'ai pu exhumer, qui n'avaient pas été retrouvées jusque-là, nous montrent qu'effectivement, Alfred Saunière joue un rôle tout à fait capital dans la fortune de son frère, puisque lui-même a un rôle très actif d'un point de vue politique. C'est un prêtre, et il est en contact avec une cellule narbonnaise, une cellule royaliste, qui s'appelle le Cercle de Narbonne, Cercle catholique de Narbonne, qui réunit toutes les grosses fortunes de la région. Alfred sera à la tête de ce cercle-là pendant un certain temps. Il assumera plusieurs intérims en fait à la présidence du Cercle catholique de Narbonne. Et ce qui est frappant, c'est que ces familles qui constituent le Cercle de Narbonne, on va retrouver leur nom dans les fameux actifs de situation que le prêtre Béranger Saunière a dû fournir quand son évêque, en 1900, à partir de 1909, lui a demandé de rendre des comptes sur l'origine de sa fortune. Alors là, il évoque un certain nombre de donateurs, et quand on recoupe les deux listes, membres du Cercle catholique de Narbonne et puis donateurs de la Bessonnière, on retrouve beaucoup de noms en commun. Donc ces dons sont arrivés par l'intermédiaire d'Alfred, c'est certain. Alors, ça démystifie une partie de l'histoire, évidemment, puisque on peut expliquer par le contexte politique et religieux de l'époque qu'il y a eu un afflux d'argent massif à Rennes-le-Château. Ça n'enlève pas tous les mystères, cependant, puisque à côté de cet afflux d'argent bien identifié, on sait aussi que la Bessonnière a fait des fouilles. On le sait, puisqu'on peut aller consulter aux archives départementales de l'Aude des procès-verbaux, des plaintes déposées par la mairie de Rennes-le-Château à la sous-préfecture de Limoux, des plaintes qui émanent des habitants du village qui constate régulièrement que le prêtre met le cimetière sans dessus-dessous, et dans un de ses rapports, le mot de fouille est clairement employé. Donc l'abbé a fait des fouilles, il a cherché quelque chose, c'est certain. Aujourd'hui, j'ai tendance à me dire qu'il a fait des fouilles de nature archéologique pour retrouver des tombeaux, peut-être piller des tombeaux, puisqu'il y en avait sous l'église dans cette fameuse crypte qu'on n'a toujours pas ouverte aujourd'hui, mais qu'elle existe par des documents. Voilà, pour moi, le mystère de la Bessonnière, en fait, il se résume aujourd'hui plutôt à ça, c'est-à-dire... ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Mais ça le distingue de Plantard, puisqu'en fait, ce qui est très curieux, c'est que Plantard, quand il arrive à Rennes-le-Château et qu'il crée ce mythe autour de la Bessonnière, eh bien, dès le départ, il fait un certain nombre de sous-entendus en direction d'un autre prêtre de la région, qui est l'abbé Boudet, un voisin donc de la Bessonnière, qui lui officie à Rennes-les-Bains. Alors aujourd'hui, quand on s'intéresse à Rennes-le-Château, tout le monde a entendu parler de cet abbé Boudet. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était pas du tout dans les discours, on s'intéressait à la Bessonnière, mais l'abbé Boudet était complètement tombé dans l'oubli. Et néanmoins, Plantard, dès ses tout premiers écrits, fait énormément de clin d'œil non pas à Rennes-le-Château, mais à Rennes-les-Bains. Et à l'abbé Boudet. Alors je pense que s'il y a une continuation, en fait, c'est entre Plantard et Boudet. C'est-à-dire que le secret qu'évoque Pierre Plantard, c'est pas finalement un secret qui serait physiquement situé sur la colline de Rennes-le-Château, mais un secret qui serait dans le voisinage plus ou moins immédiat de Rennes-le-Château et très probablement du côté de Rennes-les-Bains, puisque c'est vers là que implicitement Plantard oriente tous les regards. Alors je donne un certain nombre d'exemples dans mon livre pour expliquer ce mécanisme. Mais par exemple, Plantard, quand il crée le mythe de Rennes-le-Château, dépose un certain nombre d'écrits sous des faux noms à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est à travers ces écrits que va se reconstruire l'histoire de la Bessonnière. Ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les pseudonymes qu'il choisit pour signer ses écrits, eh bien ces pseudonymes symboliquement renvoient à la région de Rennes-les-Bains.
Je vais donner juste un exemple. Plantard signe un de ses papiers. Pas trop comme ça, les lecteurs peuvent encore le découvrir dans ton ouvrage. Oui. Mais par exemple, un des pseudonymes qu'il choisit renvoie au nom de 2 cours d'eau qui se trouvent à Rennes-les-Bains. Voilà. C'est un des exemples que je cite dans mon livre, et il y en a beaucoup d'autres de ce type-là. Parfait. Oui, donc effectivement, c'est un long mystère, et je crois que tu n'en es pas encore au bout de tes surprises, je pense. D'ailleurs, comme tu dis, ça fait plus ou moins déjà 20 ans maintenant que tu y travailles. Alors imagine encore Pierre Plantard qui, lui, pendant 30 ans, a su garder donc une lignée comme ça, donc je ne vais pas dire un secret, mais enfin quelque chose de bien établi, comme tu dis, hein, c'est vraiment pas un scénario écrit au jour le jour, c'est quelque chose qui a l'air d'être vraiment bien ficelé, quoi. Un fameux numéro, un bon tour. C'est un tour de magie, hein. Je fais des comparaisons dans mon livre entre la mystification magique, hein, et ce qu'a fait Plantard, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le tour de magie parfait doit impliquer le magicien lui-même qui doit se donner corps et âme à son tour et s'impliquer, faire partie de son tour pour que ça fonctionne. Pierre Plantard, c'est ça. C'est-à-dire que pour que son tour de magie fonctionne, eh bien, il fallait que lui-même se donne corps et âme à cette histoire qu'il était en train d'écrire, et c'est ce qu'il a fait. Et il n'en a pas, comme je disais, tiré un profit d'ordre matériel. Non, c'est ça, parce que c'est quand même fameusement, je veux dire, bon, il faut quand même tenir le coup, et moralement, et économiquement, bon, oui et non, mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir. Et comme tu dis, il n'était pas très médiatisé, d'ailleurs, il y a très très peu de documents vidéo, même sur lui, hein. Je crois que c'est juste Henry Lincoln qui a pu l'interviewer dans les années 80, voilà, je pense. 82 pour l'ombre des Templiers, of the Templar. Qui est donc le 3e volet en fait de l'enquête d'Henry Lincoln réalisée par la BBC sur l'affaire de Rennes-le-Château, ses multiples secrets. Et c'est dans ce documentaire que Plantard apparaît. Et pour la petite histoire, il faut savoir que c'était même pas prévu en fait. Hein. C'est au dernier moment qu'il a été décidé que c'était Plantard qui allait intervenir. À la base, c'était une autre personne rattachée au président qui devait parler devant la caméra. Et Plantard a pris la décision au dernier moment de parler lui. Donc il y a certainement une raison, bien sûr, cela. Et c'est vrai qu'Henry Lincoln aussi, bon, j'ai pu discuter avec lui. Ce qui était intéressant dans cet échange que j'ai pu avoir au sujet de Plantard, c'est que lui-même a fini par le voir effectivement comme le plus grand joueur de poker de tous les temps. Hein, c'est une expression. Oui, je vois. Voilà, il y avait une mise en scène permanente. Il me racontait par exemple que lors de leurs rencontres successives à Paris, hein, pour la préparation du documentaire, puisque Plantard fournissait des informations en fait sans vouloir apparaître à l'image, Plantard ne mangeait jamais avec lui, par exemple en public. Il s'asseyait à sa table, mais il ne mangeait jamais. Alors ça constituait autour de lui une aura de mystère, hein, cette histoire-là. Pourquoi ne mange-t-il pas en public? Voilà. Alors effectivement, si je voulais préserver quelque chose de secret, je n'évoquerai jamais, au grand jamais, quoi que ce soit. Ici, le gros problème, c'est que l'affaire a été relancée, on peut dire relancée par Pierre Plantard dans les années 60. Et donc, comme tu dis, c'est grâce à ça que c'est un événement finalement mondial. Ça n'appartient plus tellement à la France, ça appartient finalement à toute la planète, à tous les chercheurs du monde entier. Et c'est voilà. Parce que ça, c'est vrai que c'est un point. Et puis j'allais dire même au-delà du monde des chercheurs, au mythe moderne, à la culture populaire, c'est un point que je veux souligner aussi, c'est que sans Plantard, le fameux roman Da Vinci Code de Dan Brown ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que c'est dans les écrits de Plantard que tous les éléments qui ont fait que ce livre a été un best-seller résident. Le prieuré de Sillon qui est au centre de cette intrigue, c'est Plantard qui l'a inventé. Alors chacun fera le sens qu'il veut sur le terme inventé, mais voilà, ça vient de Pierre Plantard. L'intrigue avec Marie-Madeleine rattachée au mystère de Rennes-le-Château, là aussi c'est chez Pierre Plantard qu'on trouve ça. Voilà, alors sans Plantard, pas de Da Vinci Code. Da Vinci Code, il faut se rappeler l'ampleur médiatique, hein, du livre quand il est sorti, le débat public que ça a lancé.
du jour au lendemain, c'était assez troublant, puisque j'étais habitué aux questions qui sont au centre de ce roman, puisque je m'intéresse déjà depuis plusieurs années à cette histoire. Mais du jour au lendemain, ce qui était troublant, c'était de voir que tout le monde parlait de cette histoire de mariage et de prière et de Sion, de mariage de Jésus et Marie-Madeleine, s'entend, de prière et de Sion, etc. Donc voilà, ça a produit quelque chose, ça a produit un mythe moderne qui a des fondements très anciens, des racines profondes, mais le révélateur, c'est Plantard. Et pour la petite histoire, le prieuré de Sion, on le trouve aussi dans les aventures de Picsou et de Donald, évoquées dans une chasse au trésor des Templiers, écrite par Don Rosa et dessinée par Don Rosa, qui est un des grands dessinateurs des histoires de canards, comme on les appelle. Mais là, le prieuré de Sion existe dans cette histoire-là, avec Picsou. Donc c'est pour dire que ce mythe qui a été créé effectivement à Rennes-le-Château, il a aujourd'hui une ampleur mondiale et il rayonne bien au-delà des sphères qui s'intéressent à la spiritualité et à l'ésotérisme. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'évoquais tantôt d'ailleurs, les personnes qui se rendent à Rennes-le-Château, finalement, comme tu dis, ne cherchent plus avec leur poêle à frire, comme on dit, hein, qui est un détecteur de métal, mais finalement, ils recherchent plus une sorte de mystère, de spiritualité. Et c'est vrai que quand on arrive sur les lieux, alors moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre un seul pas, malheureusement, j'aurai peut-être l'occasion de le faire, mais c'est vrai que quand on s'y rend, d'après les témoignages, il y a une sorte d'aura, il y a quelque chose qui se passe là-bas, et effectivement, on n'a plus vraiment envie de quitter la Terre. Oui, moi, alors si tu veux évoquer cet aspect-là, je définis un petit peu comme une porte ouverte, Rennes-le-Château, sur quelque chose d'autre. Parce que j'y suis arrivé avec cette histoire de trésor en tête, donc moi, c'était vraiment un rêve de gamin, c'était Indiana Jones que je retrouvais, hein. Mais quand je suis arrivé sur place, j'en suis reparti ensuite avec d'autres préoccupations, c'est-à-dire que à l'époque c'était Henri Bution qui était un des propriétaires du domaine, hein, qui faisait visiter l'ancien domaine de la Bessonnière. C'est vrai que lui, quand il faisait cette visite, parlait de beaucoup de choses, notamment de l'Arche d'Alliance, de la présence possible de l'Arche d'Alliance dans la région. Il évoquait aussi les mystères extraterrestres, enfin toutes ces choses-là. Et évidemment, c'est avec tout ça que je suis reparti de Rennes-le-Château. Immédiatement, j'étais dans une autre préoccupation que celle de trouver une caisse avec quelques pièces à l'intérieur. Et cet effet-là se produit assez régulièrement. Beaucoup de personnes qui sont venues ici à la base pour chercher un trésor. Alors je dis pas, il y a encore des chercheurs de trésors, hein, purs et durs. Oui, mais c'est des générations de chercheurs qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas modifié leur perception en fait, hein, du mystère. Mais pour la plupart des gens, ceux qui arrivent aujourd'hui, en tout cas, ne cherchent plus un trésor. Ça, c'est très clair. Et parmi les anciens, beaucoup ont vu leur vision évoluer effectivement vers autre chose. Ils sont arrivés là parce qu'ils étaient chercheurs de trésors et aujourd'hui ils s'interrogent sur l'avenue possible de Marie-Madeleine dans la région par exemple. Voilà. C'est ça. Bah oui, c'est très important et d'ailleurs ça c'est encore une fois planétaire en fait, hein, puisque la religion elle est partout, donc voilà, donc ça peut intéresser je pense pas mal de personnes de savoir si... Alors c'est finalement quelque part c'est très égocentrique de savoir si Marie-Madeleine est venue finalement en France ou non, quelque part si on prend juste la forme, oui, ce serait exceptionnel, d'accord, mais dans le fond, finalement, le plus important, c'est de savoir s'ils étaient mariés ou non. Est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que c'est effectivement quelque chose d'autre? Parce que on peut relativiser surtout, je veux dire, c'est quelque chose qui, comme tu dis, remettrait en question le christianisme, mais avec des yeux modernes, on peut se dire qu'à présent, d'ailleurs, il y a un débat là-dessus pour l'instant, c'est en Belgique en tout cas, est-ce que les curés peuvent-ils se marier, hein, ça c'est pour l'instant un petit peu la question. Alors voilà, Jésus et Marie-Madeleine étaient sans doute des personnes très en avance sur leur temps. Je pense qu'il y a différentes questions. Bon, là tu évoques le mariage des prêtres, la place de la femme en fait, hein, dans l'église aussi, dans la spiritualité. Cet aspect-là est central chez un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la figure de Marie-Madeleine, hein, puisque en fait, effectivement, pour l'époque, c'est une vision radicalement opposée aux normes de la culture dominante.
que de faire de Marie-Madeleine l'égale de Jésus et donc d'une femme l'égale d'un homme. C'est ce c'est une partie du message révolutionnaire du Christ en fait, hein, qui a été complètement étouffé et combattu par la suite. Donc en fait, c'est pas l'intérêt de savoir si Marie-Madeleine est venue dans la région, si elle est morte ici, si sa tombe se trouve ici, ce que suggère très clairement Plantard et certains échanges privés entre Plantard et Chérizet qui disent clairement chercher la tombe de Madeleine dans les Pyrénées. L'important, c'est pas la localisation, effectivement. L'important, c'est ce que peut nous enseigner cette tombe. Tout à fait. Ce que peut nous enseigner cette tombe à différents niveaux. Imaginons, on est ici quand même, il faut le rappeler, en Occitanie, dans une terre d'hérésie. Il y a eu le catharisme qui a été violemment combattu par l'Église au Moyen-Âge, à partir de 1209 et de l'appel à la croisade donc, contre les cathars du sud de la France. On est donc dans une terre où a survécu de façon extrêmement durable et où ressuscite régulièrement par un certain nombre de personnes un christianisme autre que le christianisme étatique imposé par Rome. Donc, il y a potentiellement dans cette découverte relative à Marie-Madeleine la redécouverte d'une autre forme de christianisme, j'allais dire de la forme initiale et pure du christianisme, non encore corrompu socialement et politiquement parlant, et donc la redécouverte d'une vraie spiritualité. À mon avis, c'est un élément majeur dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde en proie au matérialisme, qui est anéanti par le matérialisme et qui a besoin de retrouver une spiritualité, mais une spiritualité authentique, c'est-à-dire pas une religion dévoyée pour gérer la société, vraiment un enseignement spirituel qui place l'individu face à ce qui le dépasse et le conduit à s'élever. Donc ça, c'est un point. Il peut y avoir potentiellement des écrits. On sait que les Cathares avaient des textes très anciens. On sait qu'ils avaient des croyances particulières sur Marie-Madeleine. Et c'est donc extrêmement difficile de ne pas faire le lien entre tout ça, de ne pas se dire qu'il y a un lien entre certains groupes cathares du Moyen-Âge et ce christianisme primitif qui aurait été amené dans la région par Marie-Madeleine et d'autres disciples du Christ. Alors, à côté de cet aspect, il y a un autre élément, c'est qui était vraiment Marie-Madeleine, pourquoi Jésus l'a-t-il élue entre toutes les personnes, et de ce point de vue, je pense que la découverte de la tombe de Marie-Madeleine pourrait apporter des éléments de réponse surprenants, puisque, là encore, hein, je me base sur l'analyse des écrits de Pierre Plantard. Pour lui, il est certain que cette sépulture de celle qu'il appelle la belle endormie, eh bien, nous renvoie à des âges beaucoup plus anciens que le christianisme et à la religion authentique, initiale, cette fameuse tradition que différents groupes ont cherché à travers le temps. Et c'est à ça que ça nous renverrait aussi, cette découverte, qui ne concernerait pas que l'histoire chrétienne, mais qui aurait une dimension plus universelle, en fait. Et donc, pour revenir à Pierre Plantard, Christian, il évoque aussi souvent le fameux prieuré de Sion. Le fameux prieuré de Sion qui a fait aussi tout un, je vais pas dire tout un foin, mais enfin beaucoup de bruit autour de l'affaire de Rennes-le-Château. Ce fameux prieuré de Sion qui en fait ne serait qu'un mythe, si j'ai bien compris. Pourtant, d'autres personnes comme justement Henry Lincoln vont faire révéler une liste de personnes très connues, hein, comme Isaac Newton, si je ne m'abuse, justement Leonardo da Vinci, qui aurait fait partie de ce fameux prieuré de Sion et qui apparemment continue d'ailleurs encore. Qu'est-ce qu'on pourrait, en deux mots, alors c'est très très lourd parce que de deux mots on n'aurait pas assez d'une émission pour parler du prieuré de Sion, mais que penses-tu actuellement, toi, d'après tes recherches, est-ce que ce prieuré de Sion n'est finalement encore qu'une arrière-scène de cette fameuse comédie, ou est-ce que ça cache quelque chose de plus? Alors, c'est vrai qu'en 2 minutes, ça va être compliqué, parce que c'est un problème extrêmement complexe. Pour faire simple, disons que le prieuré de Sion, tel qu'on nous le présente, tel qu'il a été mis en avant dans Mavan Chicotte par exemple,
ou dans l'énigme sacrée d'Henri Lincoln, ça, on peut considérer que c'est une construction purement mythologique, une fable qui a été élaborée par Pierre Plantard. L'histoire de la liste des grands maîtres, donc effectivement avec Newton, avec Léonard de Vinci, avec Victor Hugo, avec Jean Cocteau encore, tout ça, ça fait partie du mythe, de la fable qu'a élaboré Pierre Plantard. Alors, maintenant, il y a différents éléments qui sont intéressants quand même quand on étudie ce prieuré de Sillon et la forme que lui a donnée Pierre Plantard. Quand on regarde notamment la date de création, puisque en fait les contre-enquêtes ont permis de déterminer que, contrairement à ce qu'affirme la belle histoire de Plantard, hein, qui affirme que le prieuré de Sillon est né au XIe siècle et a existé depuis là, c'est une sorte de branche occulte de l'ordre des Templiers dans la mythologie plantardienne. Eh bien, les premières traces factuelles, c'est-à-dire documentaires que l'on a du prieuré de Sillon, c'est quand Pierre Plantard, en 1956, crée un prieuré de Sillon sous forme légale à Annemasse. Okay. Alors, c'est intéressant, cette création d'un prieuré de Sillon par Pierre Plantard pour différentes raisons. Au niveau de la date, en 1956, on sait en effet que Pierre Plantard, par certains écrits qu'il a publiés, pensait qu'en 57-58, l'humanité rentrait dans l'ère du Verseau. Alors, l'ère du Verseau, pour faire simple pour les auditeurs, c'est, je pense que la plupart connaissent, oui, absolument, oui. Mais c'est l'idée que l'histoire de l'humanité obéit à des grands cycles zodiacaux et que nous sommes entrés, ou nous allons rentrer dans l'ère du Verseau qui sera marquée par un renouveau de la spiritualité, en fait. Voilà, ça c'est la grande caractéristique de l'ère du Verseau, telle que théorisée par Paul Lecourt. Alors Paul Lecourt, c'est un ésotériste français, et il faut savoir que dès ses premiers écrits, à l'âge de 20 ans, Pierre Plantard évoque cette figure de Paul Lecourt, qui est quelqu'un qu'il prétend avoir connu. On n'a pas de preuves factuelles de ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui a pesé sur la pensée de Pierre Plantard et qui l'a orienté. Et il est troublant de remarquer que c'est 1 an avant l'entrée dans l'ère du Verseau que Pierre Plantard crée légalement le prieuré de Sillon. Alors pourquoi c'est troublant? Parce que quand on regarde les statuts de ce prieuré de Sillon, qui sont accessibles, quand on regarde la forme, eh bien c'est exactement la forme que Paul Lecourt donnait à une nouvelle chevalerie. Alors, il théorise cette chevalerie. Pour lui, il explique qu'elle doit être créée pour accompagner l'entrée dans l'ère du Verseau. Et il explique, c'est dans ces différents ouvrages de Paul Lecourt, notamment dans l'ouvrage qui a pour titre l'ère du Verseau, et il explique que cette chevalerie, cette nouvelle chevalerie, eh bien, elle est l'instrument qui va permettre à l'ère du Verseau de se réaliser et à la spiritualité traditionnelle de ressurgir. Et c'est passionnant parce que on a l'impression que Pierre Plantard a appliqué à la lettre le programme qui avait été théorisé avant lui par Paul Lecourt. Et c'est d'autant plus troublant, ces parallèles, quand on constate ce que j'ai fait et que j'expose à bien des reprises dans Le Secret dévoilé, c'est que un certain nombre de symboles que Pierre Plantard a glissés à Rennes-le-Château sont des symboles qu'il emprunte à Paul Lecourt. Donc, le mythe plantardien du prieuré de Sillon, en fait, il obéit à une logique bien particulière de certains groupes ésotériques, qui est une logique d'élévation des consciences, de préparer l'humanité à l'arrivée d'une ère nouvelle qui sera marquée par un retour à la tradition atlantéenne. C'est très clairement le but de Pierre Plantard et le but poursuivi par le prieuré de Sillon. Alors, pour poursuivre ce but, je vais en terminer avec ça. Oui, oui. C'est la théorie que je développe, c'est que, évidemment, il fallait toucher le plus grand nombre. Et pour toucher le plus grand nombre, et faire en sorte que dans ce grand nombre, certains se distinguent et puissent mener ce combat-là, eh bien, il fallait créer, fabriquer une fable qui puisse captiver les consciences, qui puisse même réveiller certaines consciences et les attirer dans un mouvement particulier. Le prieuré de Sillon, la fable du prieuré de Sillon, elle a ce but-là. C'est une fable littéraire, mais avec une vocation spiritualiste derrière. Et évidemment, ça pose la question du groupe qui se trouve derrière tout ça, puisque si le prieuré de Sillon en tant que tel n'existe à mon avis pas, je suis par contre convaincu qu'il y a un groupe qui traverse les siècles, on pourrait l'appeler le groupe des 13 ou quelque chose comme ça, et ce groupe-là
qui, à mon avis, a orchestré la manifestation publique de la Rose-Croix à travers la publication de la Fama Fraternitatis et ces textes-là, eh bien, a traversé le temps, et on peut imaginer que Plantard, alors par tout un jeu de poupées russes, hein, là encore, hein, Plantard était peut-être pas en contact direct, là ça fait partie des zones d'ombre, des interrogations, mais que ce groupe-là, sur lequel on ne met pas de nom, eh bien, a influé sur toute cette histoire. Okay. Et que, donc, il existe bien un groupe séculaire qui ne s'appelle pas le Prieuré de Sillon, pour lequel Pierre Plantard a œuvré, sans en être nécessairement le grand maître. Je ne pense pas qu'il l'était. Je pense que c'est une fraternité d'une forme différente, avec des investis de ce type de hiérarchie. Voilà, pour moi, le véritable Prieuré de Sillon, c'est ça, mais on ne peut pas mettre un nom dessus. C'est un groupe sans nom. Tout à fait, oui. Fraternité informelle. De toute façon, un groupe secret ne se dévoilera jamais. Si on connaît son nom, ben, il n'est plus secret, fatalement. Absolument. Par définition, c'est ça. Et c'est donc, par conséquent, un jeu de manipulation, c'est-à-dire que ce groupe secret va créer une entité qui va en créer une autre, et on a tout un jeu comme ça de marionnettiste, en fait, hein. Et donc un jeu extrêmement confus qui rend impossible à un profane, on va dire, entre guillemets, de remonter jusqu'à la source première. C'est ça. En tout cas, un personnage haut en couleur, ce fameux Pierre Plantard. Et puis, d'ailleurs, il est décédé à l'âge de 80 ans, en l'an 2000, je pense. Hein. Donc voilà, donc il a passé au moins le millénaire avec nous. Alors bon, qu'est-ce que c'est que je... Alors oui, donc effectivement, donc toi, je le disais en début d'interview, donc tu es auteur, donc effectivement, ça on l'a compris. Donc tu as effectivement cette année sorti un nouveau bouquin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Donc le livre que j'ai sorti cette année s'appelle L'ombre des Templiers. C'est un ouvrage qui s'attarde sur la légende templière, voir comment cette légende existe dès là, puisqu'aujourd'hui on a une littérature templière qui est abondante. Hein. Oui, absolument. Oui. C'est un sujet qui passionne mes foules, aussi bien au niveau des essais que des romans. Et je voulais voir d'où venait cet engouement pour les Templiers, pour leur mystère. Est-ce qu'il y avait un fondement? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Et donc j'ai étudié l'évolution de la légende du Temple, hein, en fait, hein, depuis son origine jusqu'à nos jours. Et donc c'est assez fascinant puisque les Templiers, en fait, à travers les siècles, n'ont jamais cessé de fasciner les consciences de façon différente. Hein, dans les premiers temps, on va surtout parler de fantômes de Templiers qui se manifestent ici et là, et qui renvoient à certaines pratiques qu'auraient eu les Templiers. Et puis, plus on avance dans le temps, plus on va rentrer dans d'autres considérations avec le XVIIIe et le XIXe siècle. On voit apparaître évidemment tout le discours autour d'une survivance occulte de l'ordre du Temple. Survivance qui aurait donné naissance à une partie de la franc-maçonnerie. Et là, on rentre dans autre chose qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec l'affaire de Rennes-le-Château. Et puis, dans ce livre aussi, j'évoque à nouveau, bien sûr, Plantard, puisqu'il est dans le domaine templier avec l'affaire de Gisors. Oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà, je donne quelques clés supplémentaires autour de Plantard, et puisque avant de créer le mythe de Rennes-le-Château, il s'était attelé à créer un mythe absolument identique, à l'exception de la figure de Marie-Madeleine qui n'en faisait pas partie, à Gisors dans l'Eure, autour d'une autre rueur de trésors, cette fois-ci le fameux trésor des Templiers. Et à travers ce titre, en tout cas, à travers ce nouveau livre, tu me prouves, en tout cas à moi, qu'effectivement, c'est pas toujours parce qu'on dit qu'il faut aller dans tel endroit que le trésor s'y trouve. Il faut effectivement creuser un petit peu ailleurs, et c'est ce que tu fais avec. Voilà, c'est ce que j'ai fait, parce que il faut bien comprendre que le mythe de Rennes-le-Château, tel que fabriqué par Pierre Plantard, hein, qui a désigné Rennes-le-Château comme une capitale secrète, hein, de l'histoire de France. Il faut bien comprendre que s'il y a une capitale, il y a d'autres villes qui constituent cette France mystique, ésotérique et hermétique de Pierre Plantard. Et Rennes-le-Château est une invitation aussi à aller voir ailleurs.
j'allais dire que c'est un miroir, une porte qui nous invite à un circuit initiatique qui nous conduit bien au-delà du département de l'Aude. Hein, et c'est un peu ce que je fais donc depuis l'apparition du Secret dévoilé, c'est-à-dire que j'explore aussi d'autres aspects de ce mythe plantardien. Les Templiers en font partie. J'ai exploré ça aussi à travers un roman que j'ai écrit, donc, qui avait été publié l'année précédente, Péché originel, qui donne aussi des pistes à suivre qui permettent de mieux comprendre la pensée de Pierre Plantard sur certains points. Voilà, Ok. Ben, surtout, en plus de ça, je crois que tu es, alors si je ne m'abuse, hein, tu me corriges, mais je crois que tu es quand même un des derniers jeunes chercheurs, parce que je pense pas qu'il y en a, de notre génération, il n'y en a pas tant que ça. Toi, tu as rencontré quand même pas mal d'anciens chercheurs, enfin, j'aime pas le mot ancien, mais on se comprend. Ancien n'est pas péjoratif, mais au contraire... Voilà, mais donc tu as rencontré beaucoup d'anciens chercheurs, et puis toi je crois que tu es vraiment un des rares jeunes qui cherchent, qui continuent à chercher, parce que sinon au-delà de ça, je crois que quand on interviewe la plupart des personnes, et chez les plus jeunes, bon ben soit ils ne connaissent pas, soit ils ne connaissent plus, voilà, donc c'est à faire classer et circuler quoi. Donc voilà. Donc tu es aussi, on l'évoquait un petit peu là au début, donc tu es aussi le président d'une association sans but lucratif, je pense. Hein. Oui, sans but lucratif. Deux mots rapidement dessus, si tu veux bien. C'est l'association Terre de Rédé, donc qui existe depuis 1989, qui avait été à l'origine fondée pour valoriser le patrimoine du village, et notamment constituer un musée, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. C'est donc à l'origine une association qui avait une délégation de service public par rapport à l'exploitation de ce musée. Et puis la mairie ayant repris le musée en main, on a néanmoins participé à la conception, on va dire intellectuelle, du nouveau musée, puisque j'ai participé à la rédaction des panneaux explicatifs qui s'y trouvent. Mais l'association s'est détachée de cette fonction-là et elle est actuellement elle a pour but actuellement d'organiser des conférences sur le sujet à Rennes-le-Château, et puis la publication également d'un bulletin annuel où les membres de l'association peuvent écrire des articles concernant leur mystère préféré. Voilà. Alors pour te contacter, si jamais il y a d'autres chercheurs parmi nos auditeurs qui veulent te contacter, éventuellement t'apporter éventuellement une brique à ton édifice, si je puis dire, à l'édifice on va dire, hein, puisque c'est plus globalement l'édifice un peu de tous les chercheurs, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter via éventuellement un site ou Alors j'ai donc mon site internet, christian.doumergue. Avec une rubrique contact, il suffit de cliquer dessus et je recevrai un mail. Et puis bien sûr Facebook, qui est un outil de communication qui est efficace quand il est bien utilisé. Oui, exactement, oui. Écoute, Christian, je te remercie pour cette interview. J'espère que tes recherches vont continuer et que tu vas surtout ne jamais baisser les bras, parce qu'effectivement, c'est parfois quand même assez... ça peut être parfois assez compliqué de tenir bon quand il y a beaucoup d'obstacles, parce que je sais que c'est une quête avec des obstacles, mais comme tu dis, quand on y met un pied dedans, en général on n'a pas envie de reculer, on va dire ça comme ça, hein. C'est quelque chose qui est passionnant. Si moi-même j'avais eu l'occasion d'être français dans la région, je pense que j'aurais fait pareil, en tout cas avec ce que je sais pour l'instant. Voilà, écoute, je te remercie infiniment, j'espère que ça aura plu à nos éditeurs. De toute façon, je sais que cette quête n'est pas terminée, elle n'est d'ailleurs même, on va dire, qu'assez prémisse, on peut dire ça comme ça. On fait que commencer, voilà. Mais on a déjà quand même pas mal fait de chemin. Oui, voilà. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même une vision qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé ici, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On a une vision, pour peu qu'on en fasse l'effort, qui peut être claire. Oui, tout à fait.
Je te remercie infiniment, Christian. Je te souhaite bonne route sur les sentiers du réel ou non, hein, en tout cas dans ta quête. Je tâcherai de mettre de toute façon les liens pour acheter tes livres. Voilà. Donc à bientôt et j'espère peut-être pourquoi pas pour un deuxième épisode sur un autre sujet. Et puis voilà. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Christian. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Ah, ciao, au revoir. Ici, vous me parlez d'un trésor matériel. Ne parlons pas de trésor matériel. Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose autour de Rennes-le-Château.